Depuis le 1er mai, les habitants d'Yverdon et de sa région doivent faire face à une flambée du prix du gaz. Si le gaz a augmenté une première fois au début de l'année, depuis quelques jours, il a subi une hausse de 45%. 60% des Yverdonnois ont recours au gaz et sont donc touchés par cette vertigineuse augmentation. À la retraite active, Marie-Pascale et Philippe n'enroulent pas sur l'or. Ils ont fait leurs calculs. De janvier à décembre 21, on payait 87 francs 87 par mois. Et à partir de 2022, déjà de janvier à mai, on est passé à 96. Et là, nous prévoyons éventuellement qu'à partir du mois de mai, ça sera 140. Donc il y a déjà eu un saut de 21 à 22, disons. Alors en tout, 85, un peu plus de 50 francs, 50 à 60 francs par mois. C'est important dans un budget? Ben oui, ça fait quand même pas mal de repas dans la semaine. Donc c'est quand même conséquent. Directeur commercial et développement d'Yverdon Énergie, Pierre-Alain Crucci est également président de la Société des gaziers romans. Le gaz, il connaît. Cela fait plus de 20 ans qu'il travaille dans le domaine. Le gaz qui circule dans les conduites suisses vient pour moitié de Russie. Le reste arrive de Norvège et d'autres pays, comme la Libye, l'Algérie et l'Azerbaïdjan. Le gaz a augmenté depuis la fin de l'été passé, le début de l'hiver. C'est un phénomène qui a été en fait accéléré par la reprise économique et puis également par les bruits de bottes à proximité de la frontière ukrainienne. Et puis ensuite, à partir du mois de janvier et en février, en point d'orgue, la déclaration finalement de guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a fait exploser les prix. Hôtelier, Pierre-André Michou est propriétaire de l'Hôtel du Théâtre, un 3 étoiles de la cité thermale vaudoise. La hausse du prix du gaz est une sacrée mauvaise surprise pour lui. Entre l'augmentation de janvier et l'augmentation de mai, on sera à 85% d'augmentation. Ça va vous faire une somme de combien? Alors ça va représenter une somme supplémentaire de... l'année passée, j'en avais pour un peu plus de 9 000 et puis j'en ai pour 16 500 cette année. L'augmentation du gaz à Yverdon, c'est un phénomène qui est lié évidemment à l'explosion du prix du gaz sur les marchés. Nous achetons le gaz sur les marchés en précisant en fait les quantités qu'on veut à l'avance. Donc on achète des tranches de gaz progressivement sur plusieurs années. Et puis il y a une partie du gaz qu'on achète au fil de l'eau en fonction en fait de l'évolution de la température. Donc on se garde une marge de manœuvre et puis c'est cette marge de manœuvre-là qui est exposée au risque et qui a aujourd'hui impliqué des coûts d'énergie excessivement élevés. Et puis à partir de là, on a dû répercuter en fait la hausse de ce prix de l'énergie sur nos tarifs. Alors pour un ménage de 4 personnes dans un appartement à Yverdon, c'est de l'ordre de grandeur de 800 francs par année. Ça veut dire environ 2 francs à 2 francs 20 par jour. Comme tous les abonnés au gaz d'Yverdon doivent passer à la caisse, chacun trouve des solutions. Nous avons réglé notre chauffage à 17 degrés. Donc, quand il fait froid dehors, qu'il fasse 17 ou 18 degrés dans la maison, je trouve normal d'avoir un pull, des chaussettes, une écharpe. Et puis la dernière ressource, c'est la bouillotte. La fameuse bouillotte, si vraiment trop froid aux pieds, je les mets sur une bouillotte bien chaude et puis ça passe et on se réchauffe. Il y a beaucoup d'autres moyens de se réchauffer et on peut bouger aussi, on peut sauter. Même si le couple doit débourser plus, il voit un point positif dans cette augmentation. L'être humain est ainsi, il a besoin d'être secoué pour changer ses comportements. Alors, bien sûr, c'est difficile, il faut le dire, pour des gens qui ont de très bas revenus. Et là, il devrait y avoir probablement une aide. En tout cas, ce qui est clair, c'est que si nous ne faisons pas un effort collectif, rigoureux, jamais la Suisse ne pourra se débarrasser des énergies fossiles en 2050, ce qui est déjà très court comme délai. L'hôtelier vaudois, lui, va devoir augmenter les prix de ses chambres.
On est sur du 2-3% d'augmentation, pas plus. Parce que je tiens à rester dans la promesse que je tiens. Quand je dis à mes clients, voilà, le prix est valable toute l'année, je ne peux pas leur avoir dit en décembre, parce que j'ai communiqué au début décembre les prix. Puis après, voilà, je pourrais très bien dire, écoutez, c'est juste pas possible. Mais après, il faut agir par rapport à la concurrence aussi. Il faut savoir comment les autres hôtels vont réagir, c'est évident. L'augmentation du prix des énergies aura des conséquences jusque dans nos assiettes. 27 hectares sous serre, 300 hectares en plein champ, l'entreprise maraîchère Stoll Frères est le plus grand producteur suisse de légumes. Co-directeur de l'entreprise yverdonoise, Roland Stoll est également vice-président de l'Union maraîchère suisse. Chauffer autant de serre, ça coûte. La facture du gaz annuel, c'est un peu plus de 2 millions de francs suisses par année. À partir d'une certaine quantité d'énergie, vous pouvez aussi négocier des contrats et des prix à moyen, court terme ou à long terme. Ce que nous avons fait fort heureusement il y a 2 ans. Et nous avons un contrat qui va durer jusqu'à fin 2023. Aujourd'hui, des contrats qui sont valables pour l'année prochaine ou voire plus loin, évidemment, ont un prix qui est plus intéressant que le prix du tarif actuel augmenté de 45%. C'est un fait. Maintenant, il va falloir renouveler ces contrats. Donc l'année prochaine, ces clients-là vont forcément avoir les conditions du prix de marché. Et là, ils seront traités, je dirais, de façon tout à fait équivalente aux clients qui sont au tarif. Donc si vous aviez 45% d'augmentation? Oui, ça fait mal. Mais dans notre secteur, par rapport à l'augmentation du prix du gaz, pour certains collègues en Suisse, leur facture a été multipliée par 4 depuis l'année passée. Yverdon n'est pas la seule ville à ajuster ses tarifs à la hausse. Les habitants de Sion, Neuchâtel, Genève ou encore Bienne voient eux aussi leur facture de gaz prendre l'ascenseur. Et la liste risque bien de s'allonger. Outre la hausse du prix des carburants qui fait grimper le coût des transports, d'autres renchérissements touchent les maraîchers. Il y a des augmentations très importantes sur tous les emballages où on emballe nos tomates, nos salades, tous nos légumes, nos carottes, etc. Entre 25 et 35%, ça dépend. Il y a vraiment des fortes augmentations. Un facteur très important pour nous, on a des engrais techniques pour faire des cultures hors sol. Aujourd'hui, certains engrais ont été multipliés par 3 et par 4, donc c'est vraiment très important. Qu'il ait été multiplié ou augmenté pareillement, c'est un facteur, mais le problème, c'est qu'on ne peut même pas en acheter à ces prix-là. Et ça va vraiment être un problème qui va se reporter, je pense, d'ici 6 mois, une année. Au niveau européen, ça va être un problème dramatique. À quelques dizaines de mètres des serres de Stoll Frères, Christophe Martin cultive des légumes et des fleurs à Montagny-près-Yverdon. À son compte depuis 2013, ce jeune maraîcher fait de la vente directe et a ouvert un magasin libre-service. Par manque de place et de moyens, il achète engrais et mazout au fur et à mesure. La hausse des prix, il la subit donc de plein fouet. Ici, je chauffe au mazout toutes mes serres, avec environ 10 000 litres de mazout par saison. Cette année, le mazout est 1,50 franc environ, donc ça fait environ 15 000 francs. L'année dernière, c'était 78 centimes le litre, donc ça faisait environ 8 000 francs, donc ça fait une grande différence. J'ai dû prendre 2 employés de moins que d'habitude. Je travaillais beaucoup avec ma famille, mes parents qui viennent beaucoup m'aider, mes sœurs qui viennent même m'aider de temps en temps, mon beau-frère, mon oncle, et puis j'essaie de faire avec des copains de temps en temps. Malheureusement, cette année, je vais devoir augmenter un petit peu les fleurs, mais bien sûr que ça ne va pas payer toutes ces augmentations. Je ne sais pas encore comment je vais m'en sortir, mais il faut être positif, on fait avec. Comme il fait de la vente directe, Christophe Martin n'a pas besoin de négocier les prix avec les distributeurs. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des maraîchers. Le producteur va peut-être pas pouvoir répercuter déjà la totalité de ces augmentations de coûts. Après, le distributeur, ma foi, on espère qu'il
jouent aussi un peu le jeu au niveau des marges ou les commerçants entre deux. Et à la fin, c'est vrai que le consommateur va payer, oui. Comme il paye pour l'essence ou le diesel pour sa voiture aujourd'hui, il y a une augmentation. On a des augmentations de coûts sur les produits, on est obligé de les répercuter. Bonsoir Frédéric Ménétret. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de la Chambre fribourgeoise d'agriculture. On vient d'entendre ce maraîcher qui dit à la fin le consommateur va payer. Est-ce que c'est aussi votre analyse à la fin, c'est le consommateur qui va devoir payer cette hausse ? Alors malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut déjà dire aujourd'hui. Ces crises auront des conséquences. Et puis finalement, si on veut encore pouvoir produire, ça a été très bien expliqué dans le reportage, il faut pouvoir reproduire ces coûts plus loin. Et puis ces coûts, à la fin, in fine, arrivent auprès des consommateurs. Alors, vous réclamez une hausse des prix payés aux producteurs de 6 à 10%, c'est substantiel. Est-ce que la branche est prête à supporter une partie de cet effort ? Alors, les négociations le diront. Sur le fond, ces 6 à 10% correspondent vraiment à des augmentations de coûts. Donc, si à l'heure actuelle, il s'agit de compenser ces augmentations de coûts qui mettent en danger certaines productions, certains gains qui sont à faire sur certains types de produits agricoles pour éviter une péjoration de la situation des exploitations agricoles. Les négociations, elles ont lieu en ce moment même avec les interprofessions, avec les distributeurs. Comment est-ce que ça se passe ? Alors, on peut pas. C'est effectivement difficile dans plusieurs productions, notamment au niveau laitier, pour certains types d'interprofessions où des décisions ne sont toujours pas tombées. D'autres, pour certains fromages, il y a déjà des décisions qui ont été prises, mais là, on n'est pas encore au-delà d'une couverture totale des coûts supplémentaires qui a été atteinte. Pour quel produit en particulier est-ce que c'est difficile ? Alors, prochainement, c'est discuté ces jours. Il y aura sans doute pour l'interprofession du gruyère, l'interprofession du vacherin fribourgeois, par exemple, des discussions qui auront lieu et qui devraient mener, on l'espère, à une augmentation. Si ce n'était pas le cas, il y aura quand même de sérieux problèmes au niveau des relations dans l'interprofession, au niveau de producteurs, transformateurs et affineurs. On comprend bien, donc, comme consommateur, qu'on doit se préparer à cette hausse des prix. À quel moment est-ce qu'elle va intervenir ? Il faut espérer que ce soit au plus vite, mais on parle de quelques semaines, voire quelques mois, avant que ces augmentations soient effectives. Donc, à l'horizon, été, automne, on sera attentif. Merci beaucoup, Frédéric Ménétret. Très belle fin de journée à vous. À vous aussi. Perspective peu réjouissante, donc, du côté de l'alimentation locale. Et l'autre grand domaine dans lequel la hausse des prix pose problème, eh bien, c'est évidemment celui des transports. Quand le litre d'essence crève le plafond des 2 francs, certains peinent à garder la tête hors de l'eau. Les prix des carburants ont pris l'ascenseur, ça n'a échappé à personne. Essence ou diesel, les automobilistes cherchent les prix les plus bas. À Gampelen, non loin de la frontière entre Berne et Neuchâtel, la station-service Les Platanes est une des meilleurs marchés de Suisse romande. Alors, on s'y bouscule. C'était juste sur mon chemin, et puis que j'ai vu que c'était moins cher que chez moi de à peu près 20 centimes, donc je me suis arrêtée là. Est-ce que ça fait mal, l'essence qui augmente ? J'ai encore pas tout à fait calculé le budget, mais honnêtement, quand on voit les prix à la pompe, sur le long terme, c'est pas très rassurant, effectivement. Ça fait, on va dire, une centaine de francs en plus par mois. Du coup, vous roulez moins ? Non, malheureusement pas. Je dois aller travailler. Économiste, Mathieu Grobetti est directeur exécutif de CREA, Institut d'économie appliquée de l'Université de Lausanne. La concurrence, ça marche, et d'autant plus pour des produits très homogènes comme le carburant. Il n'y a pas des différences de qualité de carburant, et donc les consommateurs vont aller là où le prix est le plus faible, et surtout les prix sont affichés. Il y a une transparence en matière de prix. Reza Bareman, lui, ne se contente pas d'aller travailler en voiture. Sa voiture, c'est son travail. Ce père de famille est chauffeur de taxi indépendant. Le prix à la pompe est un souci quotidien. L'augmentation de l'essence, ça représente combien de frais supplémentaires pour vous par mois ? Pour moi, ça fait 500 francs de plus par mois que je paye. Et ça représente beaucoup l'essence. Quel pourcentage ça représente de vos coûts ?
Je peux dire 30 à 40%. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce que vous pouvez répercuter cette augmentation sur les clients? Non, on ne peut pas faire ça parce que déjà on a perdu 30% des clients à cause de Covid. Pour ça, il y a de risques de perdre plus de clients. On ne va pas augmenter le prix de taxi pour les clientèles. Beaucoup de clients, ils nous payent plus de pourboire et puis avant ça, ils ont donné pourboire pour nous, mais maintenant ils disent qu'on paye un peu plus pour le prix de l'essence. Nous, on paye de notre poche, on peut dire entre 5 et 6 000 francs par année, on paye plus le prix d'essence. Je réfléchis moi-même d'acheter une voiture électrique. En fait, je viens d'installer le panneau solaire chez moi, là que je peux charger l'électricité aussi gratuite. Et puis, je faisais la demande à une garage pour acheter une voiture électrique. Là, je peux économiser 5 000 francs par année. Pour Reza, l'augmentation du prix de l'essence représente 2 jours de salaire par mois. Pour réduire la facture à la pompe, certains pays voisins baissent les taxes sur l'essence et le diesel. Une bonne idée pour la Suisse ? C'est une partie de la solution, en tout cas à court terme. Le gouvernement, le Parlement pourraient décider d'abaisser la taxe CO2 pour effectivement freiner ces augmentations de prix. Après, il faut savoir qu'on a aussi des objectifs climatiques et ça va un peu à l'encontre de ces objectifs climatiques. Mais à court terme, oui, ça peut être une solution. Un résultat, en Suisse comme ailleurs, c'est le retour de l'inflation. On s'arrête une seconde sur ce terme pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas que le tarif des carburants qui augmente, tout augmente. Et quand les prix sont à la hausse, le mot inflation n'est jamais loin. L'inflation est un terme utilisé pour définir la hausse des prix au cours du temps. Tous les mois, l'Office fédéral de la statistique calcule le prix moyen d'un panier type composé de biens et de services consommés par un habitant suisse. Ce panier comprend par exemple l'alimentation, le logement, l'énergie ou les transports. En revanche, ce panier ne prend pas en compte par exemple les primes de l'assurance maladie obligatoire ou le prix des biens immobiliers. Quand l'inflation se situe à 2,4%, comme c'était le cas au mois de mars 2022, ça veut dire que les prix à la consommation ont augmenté de 2,4% par rapport au mois de mars de l'année dernière. Quand l'inflation se situe entre 0 et 2%, on parle d'une situation normale. Mais quand l'inflation est supérieure à 2%, la Banque nationale suisse estime que les prix augmentent trop rapidement. Dans les pays qui nous entourent, l'inflation est plus élevée. 4,5% en France, 7,3% en Allemagne, 6,8% en Autriche et 6,7% en Italie. Actuellement, l'inflation affiche son plus haut niveau depuis 2008. Cette inflation est provoquée par la situation post-Covid et la guerre en Ukraine. Avec l'arrivée du vaccin fin 2020, l'économie a pu repartir. Le problème, à cause d'usines à l'arrêt et de pénuries dans les transports, les chaînes d'approvisionnement ne fonctionnent plus normalement. Comme l'offre de certains biens et services n'arrive pas à suivre la demande, les prix ont augmenté. Est venue s'ajouter la guerre en Ukraine qui a poussé les prix de l'énergie à la hausse. La crainte d'une pénurie fait augmenter les prix. Les consommateurs suisses effectivement ont un pouvoir d'achat qui est bien supérieur à celui de nos pays voisins, mais il faut savoir aussi qu'il y a des inégalités importantes. Et pour les ménages avec les revenus les plus faibles, le carburant, l'énergie est une dépense importante. Et donc, ces consommateurs-là sont relativement plus touchés que les autres consommateurs par le fait qu'ils consacrent une part importante de leurs dépenses à l'énergie et au carburant. Les denrées alimentaires à l'échelle internationale ont aussi subi des hausses de prix. On observe en l'espace d'une année des hausses d'environ 33%. En Suisse, les consommateurs sont relativement épargnés. Une des raisons à cela, ce n'est pas la seule, c'est le franc fort. Le franc fort qui permet d'acheter des produits alimentaires à plus bas prix à l'étranger.
Et le pétrole n'est de loin pas la seule matière première à subir la hausse des prix. Le cours du bois, par exemple, s'est envolé et celui d'autres matériaux comme l'acier s'affole aussi. Conséquence, ça chauffe au niveau des coûts de construction des logements. Autre domaine frappé par l'inflation, la construction. Les prix des matériaux grimpent et certains varient même d'un jour à l'autre. Secrétaire général de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment depuis 23 ans, Nicolas Ruffener n'a jamais vécu une telle situation. La guerre en Ukraine a des conséquences dans la mesure où il y a certains matériaux qui sont produits en Ukraine, il y a certains matériaux qui transitent par l'Ukraine, il y a un port extrêmement important à Mariupol qui est fortement impacté. Et puis, il y a toute la problématique énergétique, puisqu'une grande partie de la fabrication, de l'extraction, de la transformation des matériaux, voire de leur mise en œuvre pour réaliser des objets semi-finis qui seront utilisés dans la construction, nécessite de l'énergie. Et donc, le renchérissement du coût de l'énergie, la raréfaction de l'énergie ont des conséquences directes sur le coût des matériaux. Alors, par exemple, l'acier a augmenté de 30-35% durant le mois de février 2022. On a des isolants qui connaissent des hausses de 30, 40, 50%. On a des éléments en bois qui ont connu aussi des hausses très importantes et c'est toujours plusieurs dizaines de pourcents. Au nord de Lausanne, un gigantesque écoquartier est en train de sortir de terre. D'ici 2034, les plaines du Loup accueilleront 8000 habitants et 3000 emplois. Parmi tous les projets en cours, celui de la CODA, une coopérative participative. La CODA est en train de réaliser 75 logements dans une structure mixte bois-béton. Les premières augmentations sur le bois ont eu lieu en 2021. Ingénieur en génie civil, Joël Rochat est représentant du maître d'ouvrage. Les premières augmentations, elles ont été principalement sur le bois, avec sur le marché mondial des instabilités qui ont fait en fait que le bois a beaucoup augmenté. Donc on a dû commencer à discuter avec les entreprises autour de cette thématique. Et on nous avait annoncé à peu près une augmentation de 50% du bois de construction sur ce projet. Et aujourd'hui, la réalité est à peu près à 30% d'augmentation pour ce bois qui est du bois suisse. C'est chez Charpentier Lessa que la CODA a commandé la structure bois pour ses immeubles. Cette PME installée dans la campagne fribourgeoise s'est développée dans la construction en bois, façades, planchers, toitures et même des ponts. En 2021, la PME a dû faire face à l'augmentation du prix du bois en Suisse et en Europe, la faute à une très forte demande mondiale. L'entreprise Vial a dû répercuter cette hausse sur ses clients. Parmi eux, la CODA. Il a fallu discuter. On a eu plusieurs rendez-vous, je dirais, pour expliquer la problématique, qu'ils soient aussi d'accord de rentrer en matière dans la discussion de l'augmentation. On leur a montré, en fin de compte, que sur l'augmentation, on ne s'enrichissait pas. C'était une augmentation qui était réelle. Et c'est vrai que là, on a dû trouver ensuite des mécanismes qui nous permettaient, en fin de compte, de répercuter une partie de cette augmentation, en sachant que du moment où on négocie, on est les deux à faire un pas dans la direction de l'autre. Donc la CODA a fait un pas plus grand que nous dans la bonne direction, mais nous, on a aussi laissé de l'argent dans cette affaire. Personne n'est content de laisser de l'argent sur une table, mais on était sur des bâtiments qui sont importants, de grande hauteur, qui sont aussi, je dirais, l'avenir de la construction bois. Et je dois dire, autant pour eux que pour nous, le jeu en valait la chandelle. Les sous-faces, là, du coup, ils sont aussi un peu... Les loyers, c'est vraiment la chose qu'on va essayer de toucher le plus tard possible, en sachant qu'on a une coopérative sans but lucratif, où le but, c'est effectivement d'avoir les loyers les plus bas possibles. Mais on sait qu'on a la possibilité, vu qu'on est sur un droit de superficie de la ville de Lausanne, d'avoir une légère augmentation possible de l'ordre de 5%. On nous annonce des augmentations aussi sur tous les matériaux finalement qui sont cuits avec du gaz, notamment le carrelage qu'on va utiliser sur ce chantier. On peut encore jouer sur les revêtements intérieurs, donc on va essayer d'être un peu malin puis de voir effectivement si on va trouver des matériaux qui auront peut-être moins augmenté ou trouver des solutions en fait, qui nous permettent d'éviter ou en tout cas de minimiser l'impact de ces augmentations des matériaux. Si les hausses de prix n'emballent jamais personne, elles amènent parfois des réflexions nécessaires. C'est toujours ça de prix.
qu'on s'est rendu compte aussi qu'on a externalisé, qu'on a délocalisé un certain nombre de productions qu'on aurait pu maintenir ou qu'on aurait dû maintenir en Suisse. Et typiquement le bois, on a une industrie forestière conséquente, si ce n'est florissante. Par contre, la transformation ne transforme quasi plus rien en Suisse. Et je pense que c'était un mauvais choix, que c'était un choix sans doute dicté par des considérations plus financières qu'économiques, et qu'en termes d'économie et de valeur ajoutée, on aurait tout intérêt à maintenir une partie de cette production en Suisse. Et face à la hausse des prix, les syndicats étaient dans les rues dimanche pour exiger, entre autres, des augmentations de salaire. Avec nous ce soir, le président de l'Union syndicale suisse. Bonsoir, Pierre-Yves Maillard. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous agitez le spectre d'une baisse de pouvoir d'achat de 3 300 francs par an pour les familles dès 2023. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi alarmiste ? Pour deux raisons. D'abord à cause de l'inflation, c'est 2,4% au mois de mars. Donc ça pèse évidemment sur les charges des ménages, sur les charges de consommation courante. La moitié de ces 2,4%, c'est dû à la hausse des coûts de l'énergie. Et puis il y a par ailleurs une hausse des primes maladie qui est annoncée de manière très très brutale, puisqu'on parle de jusqu'à 10%. On a calculé avec une hypothèse un peu moins désastreuse, mais même avec 7-8%, ça fait environ 1 000 francs par année pour un ménage de 4 personnes, en tout cas, de hausse. Donc ça veut dire en tout largement plus de 3 000 francs de charges supplémentaires, ce qui évidemment pour un certain nombre de ménages, que ce soit des salariés qui ont des revenus moyens, ordinaires, ou des rentiers, parce que beaucoup de rentiers sont déjà dans une situation très difficile, tout ça sera insupportable. En réponse à ce choc que vous annoncez, vous réclamez des hausses de salaire de 3%. 3%, l'argent, vous allez le prendre où ? Donc quand les prix augmentent, il faut adapter les salaires, sinon le revenu réel des gens baisse. Et je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt de quiconque, en Suisse, et surtout pas de l'économie, de voir les salaires baisser, surtout si cette inflation est là pour durer. Donc il faut se réhabituer à quelque chose qu'on connaissait, qui est l'indexation automatique des salaires. Évidemment, dans certaines entreprises, ça peut être plus difficile, mais à 2%, c'est encore supportable. Mais aujourd'hui, et on l'a vu d'ailleurs dans le reportage, certaines entreprises sont vraiment entre le marteau et l'enclume. Ces 3%, est-ce que c'est tout simplement réaliste ? Mais vous savez que l'impact des salaires dans le prix final du produit varie selon les branches. Dans certaines, c'est 60-70%. Dans d'autres, par exemple dans l'industrie, on est plus près de 30 ou 40%. Donc 2% sur 30 ou 40% ou 3% sur 30 ou 40% du produit, c'est pas ça qui fait une différence majeure. Les syndicats, vous réclamez aujourd'hui une hausse généralisée des salaires. Or, l'inflation, on le sait, frappe avant tout les revenus les plus bas. Pourquoi ne vous concentrez-vous pas sur ceux-ci ? Non, dans les négociations qu'on conduit, par exemple en ce moment, dans la restauration, dans le gros œuvre, on est dans des salaires qui sont déjà modestes et moyens. Et souvent, les adaptations des salaires sont demandées en France, qui a un effet favorable pour les bas salaires. Donc dans les branches, on fait le travail. Simplement, on a voulu rappeler ici la nécessité d'adapter les salaires. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que l'État doit aussi agir. C'était ça aussi notre message. Il doit changer de priorité. On continue de proposer des baisses d'impôts pour les milieux les plus aisés. Par exemple, le Parlement, dans sa majorité, veut augmenter les déductions pour le troisième pilier, ce qui fait perdre à peu près 800 millions à la caisse publique. Et en même temps, on votera en septembre pour baisser de 800 millions les prestations AVS pour les femmes. Et ça touche évidemment le pouvoir d'achat. Donc c'est ces priorités qu'il faut changer. Il faut soutenir la réduction des primes, il faut soutenir les rentes. Ça, c'est important et ça aidera aussi notamment les branches économiques qui sont en difficulté. Merci beaucoup Pierre-Yves Maillard. Nul doute qu'on sera nombreux à suivre en tout cas le résultat des négociations salariales à cet automne. On vous souhaite une très bonne soirée du côté de Berne. Merci beaucoup. Au revoir. Un sujet autrement plus concret maintenant, celui de la qualité des collants. Ça file, ça bouloche et ça énerve atrocement. Voici le test qui vous permettra de choisir en connaissance de cause dans ce marché infini où les prix varient du simple au cinquantuple. Un reportage de nos collègues de Kassensturz avec Malik Melli. Pour Tobias Sourek, les collants, c'est indispensable. Il en met à chaque fois qu'il se transforme en Monagamy, son double, version drag queen. Pour ses spectacles, il s'inspire de plusieurs drag queens mondialement connues, comme la gagnante de l'Eurovision, Conchita Wurst. Mary et Gordy,
RuPaul ou Sacha Velour. Et quand Tobias Sourek se glisse dans des vêtements de femme, il en profite pour jouer avec les clichés de genre. Le genre ne se définit évidemment pas par les vêtements. Ce qui est super, c'est qu'en tant que drag queen, je peux jouer avec ça. Et en tant qu'homme gay, je perpétue cette forme d'art qui existe depuis très longtemps dans notre société. Sans les collants, la transformation serait un peu plus compliquée. Pour se fabriquer de belles formes féminines, Tobias utilise des mousses qu'il coince avec un collant légèrement trop grand. Et le collant, ça a un autre avantage, pour Mona autant que pour Tobias. Je n'aurais jamais le courage de me raser tout le temps les jambes. Les collants, ça rend les jambes plus belles, toutes lisses, délicates et élégantes. Les collants sont tirés jusqu'à ce qu'ils soient ajustés aux jambes de Mona à la perfection. En matière de collants, elle est très exigeante. Le plus important, c'est que le collant soit ajusté à la perfection et surtout qu'il dure le plus longtemps possible. Kassensturz a fait tester 12 collants, tous de la même épaisseur, soit 20 deniers. C'est l'unité de mesure pour l'épaisseur des fils. Un trou, et voilà la maille qui file. C'est ce qui peut arriver de pire pour un collant. Surtout quand ça se propage. Le laboratoire Hohenstein regarde à quelle vitesse le collant va filer. Pour certains collants, la maille filée s'est tout de suite propagée toute seule, parfois jusqu'en bas. Pour d'autres, il a fallu insister et tirer dessus. Deuxième critère, les peluches, ces petits fragments de fil qui se détachent lors des frottements contre une surface rugueuse. Pour simuler le phénomène, le laboratoire râpe le collant avec une éponge. Pour certains collants, pas de problème, le traitement est réversible. On peut récupérer en partie les collants qui ont été frottés. Et à la fin, on ne verra plus qu'un léger décalage. Il suffit de passer la main sur le collant et de remettre les fils en place. Troisième critère, la coupe, essentielle à la fois pour le bien-être et pour l'apparence. Sur ce collant, la ceinture est au bon endroit. Le collant est bien ajusté tout en étant confortable. Pour ce collant, par contre, la ceinture est beaucoup trop haute, il glisse et c'est désagréable. Les jambes non plus ne sont pas bien ajustées. Et pourtant, la taille a été choisie correctement, d'après le tableau du fabricant en fonction du poids et de la grandeur. Quand on regarde le tableau, c'est très important d'être le plus objectif possible et honnête avec soi-même. Il faut indiquer la bonne grandeur et surtout le bon poids. C'est essentiel pour avoir un collant adapté. Pour un look parfait, Mona Ghemi met un deuxième collant par-dessus celui qui tient ses belles formes en mousse. J'enfile d'abord la main dans le collant, je le tire et ensuite je mets le pied dedans. Mona Ghemi a un faible pour les grandes divas du passé. Edith Piaf, Marlène Dietrich, Hildegard Knef. Pour moi, ces divas sont des idoles parce qu'elles ont utilisé leur féminité pour montrer leur force sur scène et qu'elles ont affronté le patriarcat. Le pied collant doit être très résistant. Une résistance testée en laboratoire. Cet appareil frotte l'échantillon de collant contre un tissu en laine. Les collants les plus faibles résistent à 3000 tours, les plus solides à 30 000. Mention suffisante pour le collant Blue Motion à moins de 3 francs. C'est le moins bon du test pour la résistance à l'abrasion, mais il a une bonne coupe. Note finale, 4,1 sur 6. Une bonne coupe aussi pour le collant M-Budget à seulement 63 centimes. Le collant le moins cher du test, c'est le prix garanti à 62 centimes. Pas très bon au niveau de la coupe, 4,2 sur 6.
Ellen Humbercrepe, un des 3 collants suffisants au test des mailles qui filent. Et H&M Semi-Shiny, également suffisant, avec une bonne coupe. Le laboratoire teste aussi la capacité de résistance au lavage des collants. Bonne nouvelle, tous les collants ont résisté à 3 lavages. Note globale suffisante pour les collants de Falke, mais au prix de 27 francs. Manor Woman, suffisant au test des mailles qui filent. Le pack de 4 collants de chez C&A est un peu moins cher, c'est le meilleur du test de résistance à l'abrasion. Les Satin Touch de Woolford manquent de peu la mention bien, meilleure note du test pour la coupe. 2 fois moins cher, Nulu Soft Touch de Coop, très résistant au frottement. Avec la mention bien maintenant, les Kunert Mystic 20, prix 19 francs. Et voici le vainqueur, Fogal Caress, les collants les plus chers du test. Monagami est paré pour une longue soirée. Quant à ses amis, certaines ont carrément renoncé aux collants. Et pour terminer cette émission, le retour de notre concours des absurdités conso. Vous avez pris l'habitude de nous envoyer des photos, des descriptions de toutes ces petites choses qui pourrissent la vie des consommateurs. Ce soir, on vous soumet les plus atterrantes. C'est notre séquence C'est ballot. Oh, c'est ballot. Ah, c'est ballot. Ah, c'est ballot. Bonsoir Malik Meli. Bonsoir Linda. Alors ce soir, donc, si j'ai bien compris, on parle de prix élevés et d'inflation. Ça tombe bien. C'est ça. Linda, connaissez-vous ceci? Absolument pas. Eh bien, c'est du saumon fumé, mais sans saumon. C'est pour les végétariens et les véganes. On a remplacé le saumon par des carottes fumées. Donc des carottes, de l'huile, du vinaigre et du sel. Voilà, ça pèse 130 grammes et ça coûte, tenez-vous bien, 8 francs 90. Ça met quand même le kilo de carottes à 68 francs 45. Ouais, donc le prix du vrai saumon fumé. Voilà. Alors, Wild Foods, la petite entreprise bernoise qui fabrique le produit, nous dit qu'il y a énormément de travail entre la carotte et le produit fini, que la plupart des opérations se font manuellement, qu'il y a les transports, etc. Bref, pour eux, le prix est tout à fait correct. Mais plus de 68 francs pour un kilo de carottes, ça fait un peu cher le véganisme. Pour la suite, je pense qu'on va vers du moins cher, puisque je vois le logo de M-Budget. Voilà, tout à fait. Alors, lasagne bolognaise M-Budget, 4 francs 90 le kilo. Alors là, le prix est imbattable. Le problème, c'est quoi alors ? Le problème, c'est que la recette de la bolognaise, dans tous les bons livres de cuisine, il y a toujours du bœuf, éventuellement mélangé avec d'autres viandes, mais toujours du bœuf. Or là, la seule viande qu'il y a, c'est du porc. La bolognaise au porc, ça n'existe pas. Et pourtant, hein, la bonne viande dans la bolognaise, c'est hyper sensible. On se souvient tous du scandale des lasagnes à la viande de cheval. Que répond Migros ? Migros nous dit qu'ils font déjà des lasagnes bolognaises au soja, des bolognaises végétariennes, donc pourquoi pas au porc. Mais ils précisent quand même qu'ils vont réfléchir à éventuellement changer le nom. C'est vrai que si on mettait lasagne à la viande hachée ou lasagne à la viande de porc, ce serait quand même un peu plus honnête. On reste, je crois, dans la pseudo-cuisine italienne. Voilà, on reste en Italie. Alors ça, c'est du vitello tonato. Vous savez ce que c'est, Linda ? Oui, du veau avec une sauce à base de thon. Voilà, de la viande avec une sauce au thon. Sauf que là, sur l'étiquette, c'est de la sauce avec de la viande. Donc c'est exactement l'inverse. C'est parce que dans les étiquettes, on doit mettre les ingrédients en fonction de leur importance. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de sauce que de viande. Et à 47,50 francs le kilo, c'est un peu ballot. Et que répond la COP, puisque ça c'est la COP cette fois ? Que le nom de vitello tonato n'est pas protégé, qu'on peut donc l'utiliser comme on veut, et puis que l'étiquette ne ment pas, ce qui est vrai. C'est bien de la sauce avec de la viande, mais on devrait peut-être l'appeler alors tonato vitello au lieu de vitello tonato. Bon, on quitte la table de la cuisine pour la table à dessiner avec une dernière absurdité. Et ça se passe chez un téléspectateur du côté de la Chaux-de-Fonds. Dans la capitale horlogère, nous avons rendez-vous avec un téléspectateur, Marc de Sarzan. Et quelque chose me dit que c'est quelqu'un de plutôt créatif. Bonjour, monsieur Meunier. Bonjour, bienvenue, rentrez. Dans son petit atelier, des dizaines de tableaux, des dessins, des esquisses. Aucun doute, Marc de Sarzan est, comme qui dirait, un artiste. Artiste, c'est pas une profession, déjà. Et puis,
il y a des artistes qui gagnent leur vie, mais enfin, moi, le marché de l'art et mon travail ne se sont pas rencontrés. Donc. Vous l'aurez compris, Marc ne roule pas sur l'or. Et depuis quelque temps, il a un gros souci. Ben, vous voyez, donc moi, j'ai besoin de beaucoup de crayons. Ouais. Et puis, ben, c'est super, cette machine. Je mets, c'est tout de suite très bien taillé. Je peux continuer. Un taille-crayon électrique signé Caran-d'Ache, la prestigieuse marque genevoise qui, depuis 1915, est le nec plus ultra du crayon de couleur et des accessoires pour l'écriture. Et ça, c'est vraiment le meilleur taille-crayon que j'ai eu et tout. Puis j'ai utilisé, puis je voyais que je commençais à avoir beaucoup de déchets de crayon. Puis je regardais mes déchets de crayon, puis tout à coup, je me suis aperçu que ben, tous les crayons étaient taillés à la moitié de leur longueur. Ça veut dire que, je vais vous montrer. Une fois que le crayon atteint cette grandeur-là... Qu'est-ce qui se passe? Ben, je ne peux plus le tailler parce que j'arrive plus. Bon, je ne veux pas être pingre, mais enfin, je ne suis pas très riche. Et puis, du coup, je vais me retrouver avec une quantité de moitié de crayon. Et puis, je ne vois pas tellement l'utilité de ce taille-crayon si c'est juste pour une moitié, quoi. C'est un peu court. Un engin qui cale à la moitié du crayon, Caran-d'Ache n'a pas bonne mine. Surtout que Marc l'a quand même payé 80 francs chez Galaxus. C'est le plus cher que j'ai eu. Et puis effectivement, moi j'étais pas mal déçu. Puis au bout de 2-3 mois, les tas de crayons commençaient à s'amonceler. Notre téléspectateur est donc déçu et même un peu fâché. Mais il ne reste pas inactif, il écrit à Galaxus. Il y a quand même un problème de garantie parce que j'achète un produit, donc il y a un cahier des charges. C'est censé pouvoir tailler un crayon. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Enfin, presque, quoi. Et ouais, presque. Et puis, donc, le cahier des charges n'est pas respecté, veuillez me rembourser. Puis ils me disent non, la garantie ne couvre pas ça. Qu'à cela ne tienne, Marc se tourne ensuite vers le fabricant du taille-crayon, la maison Caran-d'Ache. Assez rapidement, je crois vraiment, la semaine suivante, j'ai un téléphone d'une personne du service après-vente qui me dit qu'ils ont bien reçu mon message, qu'ils ont étudié la question et puis qu'ils vont me faire parvenir une rallonge qui me permettra d'aller plus loin avec le crayon. Je reçois dans ma boîte aux lettres donc un courrier avec la petite rallonge. Alors comment ça marche? Montrez-moi la rallonge, la fameuse rallonge. Alors à chaque fois, ben, vous voyez, donc faut prendre du temps quand même. Vous devez mettre votre crayon. Puis là, du coup, effectivement, vous voyez, là, Vous pouvez avancer un bout. Je peux encore avancer un bout. Mais vous n'arrivez pas jusqu'au bout du crayon. Toujours pas. Pas jusqu'au bout du crayon. Par exemple, si j'ai ce modèle de crayon... Avec la gomme, là? Avec la gomme, c'est impossible. Ah ouais, ça va pas, ouais. Je peux rien faire. Et c'est étonnant, parce que la maison de Caran-d'Ache, qui a une réputation, moi j'ai des très beaux crayons Caran-d'Ache, enfin vraiment on pourrait se dire... Vous en avez là? Ouais, vous avez des crayons? J'en ai là. Très beau. C'est beau, hein? Ouais. Vous voyez, c'est quand même la classe. C'est assez prestigieux. Ouais, non, puis c'est une super qualité. Ouais. Donc ça, de temps en temps, je fais des travaux dessin. Alors imaginez le prix d'une boîte comme ça, je sais pas, on est dans 130 francs. Hein. Vous coupez les crayons par la moitié, donc ça fait 130 divisé par 2. 65. Vous avez perdu 65 francs. Vous pouvez les jeter, quoi. Bah oui, c'est ballot. C'est vraiment ballot. Malik, vous avez soumis cette affaire à Caran-d'Ache. Que répond l'entreprise? Eh bien, Caran-d'Ache reconnaît le problème, n'a pas vraiment d'autre solution que la petite rallonge que vous avez vue, et puis après de prendre un taille-crayon manuel pour finir le crayon sur la fin. Mais bon, ils disent quand même qu'ils conseillent aux clients de renvoyer le fameux taille-crayon chez Galaxus, et ensuite Caran-d'Ache finira par rembourser le client. Merci beaucoup Malik, à tout bientôt. Et vous, eh bien, vous pouvez voter pour votre absurdité préférée sur notre site abe.ch ainsi que sur notre page Facebook. Et puis surtout, continuez à nous envoyer des messages avec toutes ces petites choses qui vous agacent. abe@rts.ch.